Bon, je te le dis, t'en fais ce que tu veux, mais c'est une binge audio. Eh ouais. Salut chers auditeurs, ici Naomi Titi. C'est la nouvelle année, et si vous aimez prendre des résolutions, peut-être que vous vous êtes décidé à vous mettre ou à vous remettre à la salle de sport. C'est au mois de janvier que leur fréquentation atteigne des records, et si ça nous intéresse dans les couilles sur la table, c'est parce que cet espace ne sent pas seulement la transpiration et le dur labeur. La salle, c'est l'endroit par excellence où fabrique du muscle rime avec fabrique de la masculinité. Le journaliste Talma Desta est un grand habitué de la salle de sport, et c'est de ça dont il va parler aujourd'hui avec son invité, le chercheur Guillaume Vallet. Ensemble, ils vont entrer dans la tête des gym bros, ces hommes accros à la muscu, pour comprendre comment la salle reproduit les idéaux de virilité. Alors n'oubliez pas votre serviette et votre gourde, et prenez bien votre souffle. C'est parti pour l'épisode numéro 107 des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Vous êtes forcément déjà passé devant une des nombreuses chaînes de salles de sport qui fleurissent un peu partout en France, comme Fitness Park, Basic Fit, CrossFit, Néoness. Et il y a même une chance sur 11 que vous ayez un abonnement dans une salle de sport. Ce sont des lieux qui se sont beaucoup démocratisés ces dernières années. Et aujourd'hui, pour une trentaine d'euros par mois en moyenne, on peut accéder à la pratique sportive en salle en illimité. Ce marché, il explose d'année en année et on compte aujourd'hui plus de 5900 salles dans le pays. En parallèle, on voit émerger de plus en plus d'influenceurs fitness qui montrent leurs séances en salle et qui conseillent leur audience, principalement masculine, en défendant l'idée que le développement musculaire va de pair avec l'affirmation de la virilité. Écarte les bras, montre pas tes émotions. C'est maintenant que j'ai besoin de toi, c'est maintenant. Dans la société d'aujourd'hui, un homme, il doit à tout prix faire du sport. Déjà, pour maintenir ton niveau de testostérone élevé, tu dois faire des efforts physiques. Vous ne devez pas plus avoir peur de la souffrance, car c'est en souffrant que vous allez pouvoir devenir fier. Là, on a une salle pour faire du crossfit. Bon, le crossfit, c'est pour les gays, donc moi je fais pas ça. Et ceux qui stressent pas, c'est les mecs qui sont en RSA et leur vie, elle est platonique. Eux, ils stressent pas. Quand t'es un entrepreneur, c'est normal. Eh bien, le stress te fait développer de la testo. Donc pour ta testo, c'est important de se mettre dans des positions inconfortables, comme celle du sport. Reste là, reste là, reste là, ferme ta bouche. T'as besoin que je te frappe pour le faire? Arrête-toi encore, je te casse la gueule. Courage, courage, courage. Des coups, tu vas en prendre. Comment les hommes regardent les femmes et les autres hommes à la salle? De quelle manière l'espace d'entraînement est divisé en matière de genre? Quelle est la place de l'homosexualité dans ce lieu de fort contact entre les hommes? Et quel rôle vient jouer cette fabrique du muscle? Pour discuter de tous ces sujets, j'accueille aujourd'hui Guillaume Vallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en économie politique du genre et professeur à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez écrit une thèse sur la pratique du bodybuilding par les hommes hétérosexuels et vous êtes l'auteur de La fabrique du muscle, un essai publié en 2022 aux éditions L'Échappée. Tout à fait. Alors, pour commencer, est-ce qu'il y a un profil d'hommes particulier qui fréquente la salle de sport et est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui y vont? Il y a un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une telle massification de la pratique que je dirais toute la population, dans sa diversité, peut se retrouver dans la salle ou plutôt les salles parce que on va trouver des offres très diversifiées entre les personnes qui veulent faire plutôt de la musculation, d'autres qui veulent faire plutôt du crossfit par exemple ou des sports de combat, bref. Donc on retrouve tout un échantillon de la population. Les femmes sont devenues des pratiquantes régulières de ces salles et en termes de nombre, on assiste vraiment à une parité qui est vraiment visible dans les salles. Maintenant, c'est certain que dans l'imaginaire du monde des hommes, la pratique est très plébiscitée en termes d'engagement par les hommes parce qu'elle va mettre en avant des signes attendus de virilité, elle va pouvoir permettre des comparaisons entre les corps qui sont là aussi au cœur de la hiérarchie au sein de ce fameux monde des hommes. Ce qui veut dire qu'on trouve tous les types d'hommes dans la salle. Il n'y a pas un profil particulier. Oui, il y a tout type d'hommes, mais on peut quand même considérer que, et ça je m'appuie sur mes recherches sur cette question-là, que beaucoup sont entrés dans la pratique pour une question de vulnérabilité. En général, une vulnérabilité ressentie à la fin de l'adolescence, au début de la vie d'adulte, qui a affecté le corps et qui les pousse vers une recherche de développement musculaire parce que le muscle apparaît comme une force, une armure, une façon
façon de se protéger, une façon d'afficher aussi quelque chose aux autres. Donc, en résumé, oui, tout type d'homme, mais à la base, une entrée plutôt par la vulnérabilité. Oui, justement, sur ce sujet, vous avez écrit une thèse qui s'appelle « Le sens sexuel d'une pratique sportive extrême », dans laquelle vous dites qu'il existe un lien très fort entre la motivation des hommes pour commencer le bodybuilding et leur sentiment de fragilité dans leur identité de genre. Et dans votre livre, vous dites que la musculation permet d'investir une masculinité défensive. Qu'est-ce que vous entendez par tout ça ? Alors oui, ceux que j'ai interviewés me mettaient vraiment en avant une faiblesse ressentie, en tout cas plutôt une vulnérabilité ressentie à la fin de l'adolescence, au début de la vie adulte, c'est-à-dire une maladie, une bagarre qui aurait mal tourné, où ils n'auraient pas assuré par rapport à leur identité, une maigreur corporelle qu'ils avaient du mal à relier à une masculinité positive par rapport à eux. Et donc, l'idée première, quand on entre dans la salle, pour eux, c'était de rechercher des moyens de se créer un bouclier, de créer une forme de carapace. Le corps armure, c'est ça, exactement. Une certaine forme de carapace qui permet de faire croire ou d'envoyer un message aux autres que finalement, on est bien fort et qu'on n'a pas de problème, qu'on est comme les autres, voire encore mieux que les autres. Donc ça comptait pour beaucoup. Par contre, on ne peut pas rester durablement dans la pratique avec cette obsession-là de se sentir toujours vulnérable, d'avoir cette carapace qu'on aimerait tant posséder. Pour durer dans la pratique, il faut forcément aimer ce qu'on fait, il faut forcément trouver des sources de motivation et de renforcement de l'engagement. Et ça, il n'y a que par le travail que vous allez y arriver, parce que vous allez rechercher des sensations physiologiques, sociales, c'est-à-dire des valorisations de la part des autres, en fait, qui vous incitent à revenir à la salle. Donc, en fait, oui, il y a beaucoup d'entrées par la vulnérabilité dans la salle, une volonté de reprendre une forme de revanche sur la vie à travers le corps, mais cette motivation-là, petit à petit, elle n'est pas suffisante pour rester durablement dans la pratique. Vous parliez d'une offre diversifiée à la salle. C'est vrai que moi, quand je pense salle de sport, j'ai de suite en tête les salles low cost, les fitness parks, Basic Fit, etc. Mais en faisant mes recherches, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des salles très select, où on peut retrouver des abonnements jusqu'à 15 000 € par an. Est-ce que ça aussi, ça change la façon dont les hommes s'entraînent ou fréquentent ces salles ? Enfin, est-ce qu'il y aurait une fabrique du muscle populaire, entre guillemets, et une fabrique du muscle chic, plus bourgeoise ? Oui, il y a forcément un rapport de classe sociale à travers cette pratique-là. Elle était peut-être moins visible il y a une trentaine d'années, parce que le nombre de salles et la nature des salles étaient très peu diversifiés. C'était soit le gymnase municipal, mais qui était ouvert très peu de temps, ou la salle de l'ancien bodybuilder, qui là aussi était ouvert seulement certains créneaux de la semaine. Aujourd'hui, on va avoir une offre qui a beaucoup évolué, en particulier par l'action des salles low cost, comme vous venez de le dire, et Basic Fit là-dessus fait vraiment partie du modèle le plus représentatif, où le but c'est vraiment d'inciter le plus grand nombre de pratiquants à rentrer dans cette logique-là par l'intermédiaire d'un faible coût d'adhésion, par une proximité aussi géographique qui est très facile. Ça a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui vous pouvez trouver des gyms un petit peu partout, dans les villes de taille moyenne, dans des petites villes, parfois dans des zones rurales, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une trentaine d'années. Par contre, forcément, vous avez dans la consommation, puisque c'est une forme de consommation, toujours cette logique distinction. Et dans la distinction, effectivement, il y a ces salles premium qui se diffusent, qui sont là aussi pour garder une certaine forme d'entre-soi, parfois aussi s'appuyer sur des réseaux, faire du business. Et le fait que le nombre de salles explose en France notamment, là je rappelle qu'on est à 5900 salles sur le territoire, donc c'est assez énorme. Est-ce que ça change aussi la manière de pratiquer le sport pour les hommes ? Il y a une plus grande accessibilité de la pratique qui est certaine avec toutes ces salles. Il y a une forme de ramification sur le territoire qui incite à aller dans les salles, avec parfois des vitrines où on voit des personnes qui s'entraînent dès 6 heures du matin. Je prenais le train d'ailleurs ce matin, c'était le cas à Grenoble. Il y avait dans une salle, déjà tout était allumé, des gens qui couraient, un petit peu à l'américaine, je dirais. Aux États-Unis, c'est classique, mais en France, c'est nouveau. Donc il y a une forme d'accessibilité et d'incitation à pratiquer entre la proximité et le tarif. Une forme aussi de facilité, parce que souvent ces salles, ce sont des chaînes, et donc vous pouvez prendre des abonnements pour vous entraîner où que vous soyez. Et aujourd'hui, les gens sont toujours dans une perspective de mobilité, donc on pourrait très bien imaginer un entraînement à Grenoble le matin. Si je reste 2 jours sur Paris, je peux aller dans la salle de mon réseau et continuer à m'entraîner.
Avec ça, vous avez aussi tout un contrôle, le contrôle de ce qu'on est en train de faire, de votre performance. Donc, il y a un aspect digital qui incite encore plus à aller à la salle parce que vous pouvez avoir dans l'abonnement des forfaits, alors qu'il va falloir payer pour être suivi et faire en sorte que vos performances s'inscrivent vraiment dans la continuité et dans l'amélioration permanente. Et puis, tout un ensemble de gadgets, des montres connectées, des capteurs, etc., qui permettent de vous rappeler à l'ordre en permanence. Donc, en fait, pour certains hommes, vous avez cette incitation permanente à aller à la salle, à vous entraîner, à toujours en vouloir plus. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, forcément, vous amènent à vous comparer dans l'instantanéité, partout dans le monde, donc toujours en vouloir. Et ça, c'est nouveau, du coup. On ne trouvait pas forcément ces dynamiques-là avant l'avènement, on va dire, des salles low cost. Moi, je pense qu'il y a une dizaine d'années, quand vraiment les salles low cost sont arrivées en France et avec l'essor à grande échelle, encore une fois, de la digitalisation, ça a tout changé. Parce que vous avez élargi la possibilité de consommer du muscle à une échelle qui, jusque-là, était complètement inédite. Vous aviez 20-30 ans en arrière, les seuls modèles de comparaison, c'était ce qu'on appelait quelques cassettes vidéo, c'était quelques magazines, alors certes vendus pour les initiés, mais qui restaient vraiment à une échelle assez limitée. C'était très bodybuilder en gros, et que ces personnes-là étaient vraiment considérées comme étant des gens étranges, comme des gens à part, des gens déviants. Moi, quand j'ai fait ma thèse... Pourquoi des gens déviants ? Parce que c'était bizarre de faire grossir un muscle pour rien. C'est animal, à la limite, c'est pas humain d'avoir des physiques pareils. Si on a des physiques pareils, il y a forcément de l'usage de substances compliquées. Et quels sont leurs modes de vie ? Est-ce qu'ils sont pas aussi drogués ? Est-ce que parfois ils sont pas aussi prostitués ? Enfin, on avait vraiment cette image-là, en tout cas en France, qui était très marquée. Et moi, quand j'ai fait ma thèse sur cette question-là, une des personnes qui était en charge de la validation, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet complètement exotique ? Et surtout, on faisait le lien avec le travail du sexe, c'est étonnant quand même. Oui, on faisait le lien avec le travail du sexe parce que il y a toujours cette suspicion dans le monde des hommes, notamment que avoir des muscles qu'on veut vraiment mettre en avant de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui renvoie à une faiblesse, un problème avec l'identité sexuelle, hétérosexuelle. Alors il y a une forme de paradoxe puisqu'on va chercher justement dans la salle à mettre en avant ce qui peut être le symbole de l'hétérosexualité, mais vu par les hommes eux-mêmes, parce que les femmes ne recherchent pas forcément ces physiques-là. Et donc, les hommes sont suspicieux parfois de la virilité réelle de ces personnes, d'autant que parfois, puisque une des dimensions de la virilité, ce sont quand même les organes génitaux, les produits qu'on peut consommer peuvent abîmer ces organes génitaux, une restriction des testicules, une atrophie des testicules, un développement de la gynécomastie, par exemple, c'est-à-dire un développement de la glande mammaire, parce que vous avez des problèmes avec la testostérone. Donc en fait, il y a eu pendant très longtemps cette suspicion-là d'avoir un monde très particulier, de déviants, de sous-culture, du monde des caves, si je peux même aller jusque-là, quoi, qui n'était pas forcément valorisé. Comme s'il y avait une mise en scène du muscle qui serait par essence douteuse. Une mise en scène aussi du muscle, tout à fait, parce que forcément s'intéresser à ce point-là à son corps, il y a une dimension très esthétique qui, pendant très très longtemps, était perçue comme étant strictement féminine. Donc beaucoup de points de suspicion qui faisaient que ces corps-là, en tout cas dans ce contexte-là, n'était pas fréquentable. Alors certes, un muscle bodybuildé peut être extrême, mais si je prends une comparaison, entre un rugbyman qui aurait le même volume musculaire qu'un bodybuilder, pendant très très longtemps, il n'y avait pas photo. Le rugbyman était valorisé, était viril, et l'autre était vraiment très bizarre. J'aimerais bien qu'on parle d'une situation qu'on est, il me semble, beaucoup à vivre dans une salle de sport quand on y met les pieds les premières fois et qu'on n'est pas un homme super musclé et viril. C'est le sentiment d'intimidation qu'on peut ressentir devant certains espaces qui ont l'air réservés aux hommes de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment elle s'organise, cette séparation entre les hommes et les femmes dans les salles de sport ? C'est vrai que quand on entre dans une salle, je parlais tout à l'heure de cette expérience plutôt de vulnérabilité à la fin de l'adolescence, début de la vie d'adulte, où on se cherche, on n'a pas forcément un corps hyper musclé la plupart du temps, c'est pour ça qu'on va vouloir aller à la salle. On entre dans cet univers nouveau et là on voit des physiques hyper musclés, des gens qui peuvent balancer les poids par terre, qui crient, qui se chambrent, etc. Donc il y a toujours un côté impressionnant, hein. Moi je me souviens d'une affiche dans une salle où c'était marqué en anglais, mais entre situose. Je pense qu'il faut le prendre vraiment au premier degré. Littérale. Voilà, c'est vraiment pas facile de rentrer dans cet univers, surtout quand on y va pour combler un manque et puis pour répondre à une vulnérabilité. Et là, on est face d'une certaine manière à notre propre vulnérabilité parce qu'on voit tous ces physiques-là. Donc, alors, expliquez-nous pour quelqu'un qui serait jamais rentré dans une salle, je sais pas, faites-nous une petite visite guidée, comment l'espace s'organise. Alors,
On a toujours forcément une entrée, et surtout dans les salles un petit peu standardisées d'aujourd'hui, il y a parfois des badges, donc comme si on rentrait finalement dans une certaine usine, d'une certaine manière. Vous avez en général les vestiaires qui sont rapidement là pour se changer, pour se mettre en tenue de combat, on pourrait dire, puisque c'est un combat qui va consister en un travail particulier qui est celui du muscle. Et puis très vite, vous allez apercevoir certaines hiérarchies, une certaine organisation de l'espace. L'espace le plus valorisé, c'est celui où il y a quand même le plus de miroirs, qui est quand même au cœur de la salle, avec des poids libres, qui permettent vraiment de hiérarchiser entre ceux qui poussent lourd, comme on dit, et ceux qui poussent un petit peu moins lourd. Donc les poids libres, on le rappelle, c'est les poids qui se font sans assistance avec une machine. Donc c'est vraiment le poids du corps qui va pousser ou tirer, ce qui est du coup plus difficile puis plus dangereux. Exactement. C'est là où l'épreuve de la gravité s'opère le plus difficilement. C'est là où on va pouvoir se confronter au regard des autres parce que il y a que le poids et vous, et il n'y a pas l'intermédiaire de la machine qui est présent. Donc tous les regards peuvent être portés sur vous, en particulier parce que c'est lourd et vous pouvez crier, donc ça peut justement susciter et attirer le regard. Donc on a vraiment ici le cœur de la salle, en fait, où se situent la plupart du temps des hommes, parce que c'est symboliquement le lieu où les plus gros physiques se situent et où les plus gros physiques aiment se montrer. Ensuite, vous pouvez avoir différents types de machines, parce que la salle, au-delà des questions de genre, c'est aussi une industrie, c'est aussi une usine, un atelier où on va usiner le muscle en fonction de ce qu'on recherche, et donc forcément des machines sont installés dans des îlots pour usiner ce fameux muscle, où on va usiner par exemple le dos à un certain endroit, après on va passer à un autre îlot de la salle qui est plus pour les pectoraux, etc. Donc un espace de machine qui vous permet vraiment là aussi d'être dans le détail musculaire. Et puis l'autre facteur marquant, c'est tous les espaces plutôt cardio, certes qui sont ouverts aux hommes, où on retrouve des hommes de plus en plus d'ailleurs, puisque l'aspect cardio est très important, mais qui est la plupart du temps davantage investi par les femmes, parce que là aussi, on a un rapport au corps qui est différent, beaucoup plus orienté vers le fait de perdre du gras, le fait d'être aussi concentré sur plutôt le bas du corps. Donc, on a malgré tout une organisation genrée de l'espace qui n'est pas à la base conçue explicitement dans cette logique, mais qu'on retrouve de fait. Oui, donc il y a vraiment d'un côté les femmes qui vont se concentrer dans les zones bas du corps cardio, et de l'autre côté les hommes qui seraient dans les zones en poids libre haut du corps, si je schématise un petit peu. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier ici l'importance du regard, je dirais à la fois direct et indirect. Le regard direct, c'est que dans moi je l'appelais dans ma thèse le monde des gros hommes, qui est celui des poids libres. On le précisait tout à l'heure, il n'y a pas de machine, vous êtes directement sous le regard de tout le monde. Donc pour une femme, entrer dans cet univers-là, ça peut être assez déstabilisant, parce qu'on peut être jugé sur le fait de se dire est-ce que je soulève déjà assez lourd, est-ce que je suis bien à ma place. Et puis deuxièmement, on va forcément être directement sous le regard des hommes. Et ensuite, j'ai parlé de regard indirect, c'est parce que beaucoup de miroirs en général sont installés autour de cet espace, et on va regarder discrètement par cet intermédiaire-là comment les gens s'entraînent, quels sont leurs physiques. Donc vous avez forcément le regard qui est suscité en permanence dans ces salles, et parfois les espaces cardio qui sont un petit peu plus en retrait permettent justement aussi aux femmes qui se savent regarder dans une perspective hétérosexuelle un espace un petit peu plus à soi et un petit peu plus retiré. Oui, et justement, ce jeu de regard, entre guillemets, il vient révéler une forme de hiérarchie sociale, notamment entre les hommes. C'est ce que vous expliquez dans votre travail, une hiérarchie de la virilité. Et ça, il me semble que ça vient raconter comment s'opère l'homosocialité à la salle, donc c'est-à-dire comment les relations entre les hommes se font et se défont. Comment elles s'organisent, ces dynamiques, et sur quels critères les hommes vont se parler ou ne pas se parler? Alors, il y a beaucoup de rapports à la taille des muscles, donc à la visibilité de la taille des muscles, qui crée une certaine forme de hiérarchie dans la salle entre les hommes, parce que c'est dans l'imaginaire de la virilité un des marqueurs très importants de la domination. La domination, elle fait référence dans la virilité à l'aptitude au combat, et puis de façon très fantasmée, elle fait référence aussi à la taille des organes génitaux. Donc les muscles qui sont saillants, qui sont apparents, permettent de créer cette hiérarchie et de montrer qui est le plus fort, qui soulève le plus, et qui peut se permettre des formes de domination, donc concrètement de se faire voir, de porter des débardeurs, de pouvoir crier. Théoriquement, tout le monde peut arriver à la salle et se mettre en débardeur, mais dans la réalité, seuls les physiques les plus gros le font, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la logique de la salle au sommet de cette fameuse hiérarchie. Donc il y a beaucoup de regards. Ce regard-là va construire dans les interactions la hiérarchie. Vous avez aussi beaucoup
le côté ancienneté dans la salle. Les plus anciens, entre guillemets, sont là aussi pour chercher à guider les nouveaux. C'est aussi leur espace parce qu'ils sont là depuis longtemps, donc ils ont besoin aussi de se sentir respectés dans ce cadre-là. Et ça fait aussi partie de cette hiérarchisation entre les hommes. Et c'est là que l'homosocialité, elle est particulière parce que à la fois, on sent cette hiérarchie, cette division où les plus forts veulent se montrer et se distinguer de ceux qui paraissent un petit peu en dessous. Mais on est dans cette solidarité aussi masculine qui est visible à travers le fait de s'aider pour les poids, le fait de se toucher parfois, le fait de s'encourager et qui montre une forme de solidarité de groupe qui est très très importante dans la construction de la masculinité hétérosexuelle parce que cette solidarité de groupe, de façon plus ou moins explicite, elle est là pour réaffirmer la force du groupe des plus forts et qui est dans l'imaginaire de la virilité, le groupe des hommes hétérosexuels. C'est pour ça qu'il y a parfois des blagues sur la distinction hommes et femmes. Voilà, on va montrer qu'on n'est pas des gonzesses, t'as pas des bras de gonzesses, etc. Mais également dans cette logique-là, il y a un rapport particulier à l'homosexualité, puisque l'homosocialité est partout présente, dans la salle comme dans les vestiaires, mais l'homosexualité, elle est officiellement repoussée parce que, justement, elle casse un petit peu cette solidarité de groupe. Si l'idée, c'est d'attirer le regard des femmes, de montrer qu'on est solidaire et dominant par rapport aux femmes, une personne homosexuelle masculine, elle rentre pas dans cette logique. Donc, elle doit être, à minima, parfois stigmatisé, à maxima, voire plus, et on le voit dans des expressions, encore une fois, voilà, on n'est pas des PD, t'as pas des bras de tapette, etc. Oui, ça on y reviendra un petit peu plus tard sur cette question de l'homosexualité, parce qu'il y a plein de choses à en dire. J'aimerais avant ça qu'on s'intéresse à la question des vestiaires, parce que vous dites dans votre travail que c'est la maison des hommes et que c'est un endroit qui possède une vie propre. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires des hommes ? Il y a une vie propre dans ces vestiaires, c'est un espace spécifique parce que on est déjà dans un espace beaucoup plus restreint, qui est fermé, un espace où la nudité peut s'exprimer totalement à travers les douches, à travers le fait de se changer, contrairement à la salle où forcément vous avez des codes vestimentaires à respecter et où vous êtes dans une situation mixte avec des femmes. Dans ce vestiaire masculin-là, on va encore plus s'observer, on va encore plus à la fois chercher à se distinguer, mais aussi à réaffirmer cette fameuse solidarité de groupe, cette fameuse culture commune dont je parlais tout à l'heure, où, étant donné qu'il n'y a pas de femmes, eh bien, c'est là où on cherche à rappeler cette force du groupe qui se matérialise par des blagues, par des histoires qu'on va se raconter et qu'on va beaucoup resituer autour du muscle. Le muscle est là pour s'insérer positivement dans une logique de domination à travers cette histoire-là. On va parler de n'importe quel type de sujet, certes, mais on va vite revenir à cette solidarité entre groupes où le muscle des hommes sert à démarquer et à montrer la force du groupe. Et puis on va parler ou pas selon où on est placé dans la hiérarchie, un peu comme dans le reste de la salle, non ? Parce que je me dis que moi, quand je vois des personnes s'entraîner à la salle, par exemple, je vois beaucoup les hommes musclés interagir entre eux et les hommes qui le sont un peu moins faire leurs séances seuls. C'est pas une règle absolue, mais en tout cas, c'est une dynamique que je constate moi quand je vais à la salle de sport. J'imagine que dans les vestiaires, c'est la même chose, quoi. C'est qu'il y a une sociabilité qui se crée entre hommes si on correspond aux critères de la virilité qui sont demandés. Exactement. Cette hiérarchie-là, elle est visible où on va avoir des regroupements, des affinités, alors avec l'expérience aussi dans la pratique ou dans la salle, mais aussi, encore une fois, à travers la taille des muscles qui créent des solidarités de fait entre certains. Et puis, forcément, les plus, en tout cas les moins musclés, vont être un petit peu à part au début, en tout cas vont devoir faire leurs preuves. On y reviendra sans doute aussi, mais c'est aussi une façon une forme de socialisation derrière tout ça. C'est que si tu veux avoir ces avantages-là qui sont liés à la taille du muscle, il va falloir justement en payer le prix, mais au sens positivement, il va falloir que tu bosses pour un jour espérer à cette fameuse place au sein de la hiérarchie. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois les jeunes qui arrivent et qui sont obsédés par la taille du muscle, qui prennent directement des produits pour, on va dire, prendre du muscle plus vite, sont pas bien vus. Donc par les produits. On parle de protéines. Non, pas les protéines. Je pensais plutôt des produits interdits de type stéroïdes, hormones de croissance, etc. Ne sont pas bien vus parce que ils vont trop vite dans la logique, je dirais, groupale. Il y a un côté rituel là-dedans aussi, c'est-à-dire que fais tes preuves. Il faut le mériter pour pouvoir même accéder aux stéroïdes. Exactement, parce que derrière, il y a un travail, il y a des étapes à respecter. L'étape des stéroïdes, elle se fait potentiellement après le fait d'avoir déjà poussé lourd, de s'être entraîné dur, d'être dans la régularité, de prendre certains produits autorisés comme des protéines, la créatine, etc., qui permettent déjà de franchir un palier et de rentrer dans cette logique de la culture attendue. Mais par contre, si tu veux aller au-delà, il va falloir que tu fasses tes preuves. Donc, respecte cette hiérarchie et dans le vestiaire, on va retrouver ces conversations qui
sont très explicites, mais aussi beaucoup de regards implicites, des réprobations qui vont dire aux nouveaux, aux plus jeunes, ce qu'il faut faire et pas faire. Et pour continuer sur cette dimension hiérarchique qu'on retrouve dans les vestiaires, dans la salle d'entraînement, etc., vous avez mentionné tout à l'heure le fait de crier ou pas crier. C'est vrai qu'à la salle, on constate souvent des hommes, souvent les plus musclés, enfin ceux qui sont considérés comme les plus virils, ce sont eux qui font le plus de bruit en fait. Pourquoi ? Alors, il y a une tendance intéressante à aborder à travers cette question. Pourquoi ? Parce que certes, on va retrouver cette logique où certains vont se mettre en scène parce que quand les poids sont lourds, je dirais physiologiquement parlant, vous avez une accumulation d'acide lactique, ça fait mal, en gros, et parfois pousser un cri, ça peut faire du bien. Donc, tout être humain confronté à ces poids-là aura envie de crier. Par contre, il y a beaucoup de retenue aussi parce que certains vont se dire si je crie alors que je soulève des poids qui sont considérés comme faibles, je vais passer pour un con, je vais être ridicule, donc il faut que je m'abstienne. Et ça se ressent dans l'univers des salles où, en général, ce sont plutôt les plus gros qui ont ce droit, entre guillemets, de pouvoir crier et de s'imposer, d'occuper l'espace parce qu'ils le méritent, encore une fois. Et d'attirer l'attention à ça. Par contre, il y a quand même la logique économique aujourd'hui qui est aussi à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a affaire à des salles qui sont des chaînes, qui sont parfois mondialisées, je parlais tout à l'heure de Basic Fit, et l'idée c'est d'attirer le plus de clients possible. Donc on constate aussi dans pas mal de salles une certaine forme de normalisation de la pratique et donc d'individualisation aussi de la pratique d'une certaine manière, où l'idée c'est de s'entraîner mais en restant discret, en ne se faisant parfois pas trop voir ou en tout cas pas trop entendre pour ne pas désinciter les nouveaux à s'inscrire. Parce que l'idée, c'est que les gens restent dans la salle. C'est un gros problème des salles, de pouvoir fidéliser les clients. Et parfois, des hommes massifs en débardeur, je caricature, mais qui hurlent et qui balancent les poids par terre. Quand vous êtes un nouvel adhérent, vous allez dire « je reviens pas ». Et ça, c'est important aussi aujourd'hui pour les managers de chercher à gérer ce phénomène-là. Donc, il y a à la fois des salles et des moments où on va retrouver ces facteurs-là. Et peut-être que ceux qui le font vont choisir leur horaire pour être dans leur monde. Mais il y a parfois aussi d'autres salles où on cherche à gommer un petit peu cet aspect trop visible d'une masculinité qui est perçue comme dépassée ou inadaptée ou en tout cas dérangeante. C'est ça aussi la logique économique. Je parlais tout à l'heure d'imitation-distinction. Pour les stratégies d'entreprise, c'est la même chose. Il y a une telle évolution de la pratique, il y a un tel engouement que chaque salle doit trouver la façon de se diversifier, d'attirer et de garder les adhérents. Et aujourd'hui, on voit que les salles cherchent à se diversifier par des activités parfois internes. Concrètement, ça peut être des salles de muscu, mais qui vont proposer un petit atelier soulevé de force. Voilà, on va mesurer la force. Donc, à ce moment-là, on va créer un îlot spécial où on sait qu'ici, ils vont pouvoir crier, où on sait qu'ici, ça va être vraiment les poids lourds qui sont soulevés. Il y a de plus en plus aussi, et c'est là une des dimensions aussi fortes de la virilité, de salles qui proposent des espaces bras de fer. Ça c'est vraiment beaucoup développé. Bras de fer. Bras de fer, ouais. Vraiment pour faire du bras de fer. Pour faire du bras de fer. Donc avec des techniques. Donc c'est à la fois sérieux au sens où on s'entraîne, on va cibler certains muscles, les avant-bras, les biceps, les épaules, pour les travailler spécifiquement et faire en sorte de se préparer au combat. Mais c'est aussi une façon économique de dire chez nous, on fait de la muscu, mais aussi une petite activité en plus qu'on peut vous proposer. Et là c'est pareil. Ça ajoute un caractère ludique à la pratique. Voilà, exactement, un caractère ludique à la pratique, mais un caractère toujours aussi dans ce monde-là agonistique, c'est-à-dire il faut aussi du combat, il faut faire en sorte qu'on se mesure, parce que ça a été pendant longtemps un des reproches qu'on faisait à la muscu, puisqu'on parlait de virilité, c'était un muscle qui sert à rien, un muscle qui est là pour compenser certaines faiblesses supposées, qu'elles soient intellectuelles ou sexuelles, alors que... Dans le sens où c'est un muscle qui n'est pas fabriqué pour faire du combat, mais vraiment pour exister en tant que tel, quoi. Voilà, mais c'est pour ça un muscle quelque part qui sert à rien. Moi, mes parents m'avaient déjà dit quand j'ai commencé, mais pourquoi tu ferais pas plutôt jardin avec nous? Pourquoi tu soulèverais pas des poids? Voilà, une bonne façon d'utiliser les muscles. Ils comprenaient pas qu'il y avait une activité sans fonction, on va dire, entre guillemets. Donc, il y a un peu en retour aujourd'hui, je trouve, dans les salles de ce muscle fonctionnel qu'on voit dans le crossfit, des exercices de type un petit peu militaire, de type un peu survivaliste. Il s'agit pas uniquement de faire du cardio à travers des poids qu'on trouverait
comme dans une salle de muscu, il s'agit de soulever, par exemple, des pneus de camions, il s'agit de faire des tractions, après des pompes, il s'agit de ramper, de courir pendant 2 km. Vraiment, l'idée, c'est d'être dans cette logique de lutte contre des vulnérabilités qui pourraient survenir et donc de créer ce muscle fonctionnel, ce muscle qui sert à quelque chose, peut-être moins massif, mais qui doit servir à quelque chose pour pouvoir s'en sortir rapidement si nous arrivait quelque chose. Il y a aussi le Strong First, où on va soulever des haltères, un peu cardio, etc. Mais c'est clair que l'entraînement, par exemple, au bras de fer, est typiquement un exemple de retour de ce muscle fonctionnel qui permet de se mesurer concrètement entre hommes. C'est quelque chose qui est une nouvelle tendance. Et alors là, on parle de justement mise à l'épreuve du corps, on parlait du fait de crier pour montrer aussi que voilà, on produit cet effort, qu'on souffre, et de fait, il y a une grosse culture de la souffrance au sport, et notamment dans les salles de sport, qui est résumée par le fameux slogan No pain, no gain, hein, donc pas de souffrance, pas de récompense. Ça, c'est une philosophie de vie qui est très portée par ceux qu'on appelle les influenceurs Go Muscu. Et pour eux, la musculation, elle est centrale. Ils ont des diètes très restrictives, ils s'imposent une discipline intensive, etc. En 2022, l'influenceur Thibaut InShape avait reçu de nombreuses critiques après avoir publié une vidéo assez hallucinante sur TikTok. On vous met un extrait. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite! Donc voilà, c'est assez édifiant de violence, hein, cet extrait. Pourquoi souffrir à la salle, c'est un marqueur de virilité ? On est dans un système où l'identité, en tout cas genrée, elle est construite à partir de cette capacité à se réaliser par son travail. Le travail nous marque toujours, il a accompagné le capitalisme, et le travail, c'est une façon d'être récompensé par un marché, et c'est une façon aussi de se transformer moralement. Donc le rapport au travail, il est très très important, et on voit dans le monde professionnel aujourd'hui que c'est compliqué parfois d'avoir une identité positive au travail, en particulier pour un certain nombre d'hommes. Quand on regarde aussi l'évolution historique, le rapport au travail, c'était beaucoup construit à travers le rapport à la force, le rapport du corps directement impliqué dans le processus de production. On voit dans la culture ouvrière, ça a été très très important justement pour prendre une revanche sur l'aliénation capitaliste. Et là, aujourd'hui, les salles offrent cette possibilité pour certains de se créer un propre objet qui est le corps, de le façonner comme on veut et de montrer que ce qu'on a obtenu, c'est une façon de montrer qu'on est capable de s'organiser mieux que les autres, qu'on est capable finalement de bénéficier d'un regard, d'une reconnaissance que les autres n'ont pas parce que, comme on le dit, on en a chié pour en arriver là. Et ça fait vraiment partie de la culture masculine. Et dans la culture masculine, pouvoir être toujours dans le plus, dans le mieux et de le montrer en permanence, le corps, justement, est pleinement associé à ce processus-là. Donc, c'est pas un hasard si la culture de no pain, no gain, elle accompagne d'une part le capitalisme et puis d'autre part si elle est au cœur de la culture de l'identité genrée chez les hommes. Oui, vous parlez de capitalisme. Vous êtes avant tout économiste. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, vous consacrez la majeure partie de votre livre à raconter l'articulation entre capitalisme et fabrique du muscle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les liens que vous faites entre les deux ? Alors oui, c'est un sujet très complexe. Le capitalisme qui prend déjà des formes très diverses géographiquement ou historiquement, il n'est pas forcément réductible à certains traits, mais on peut quand même en identifier quelques-uns qu'on va vraiment retrouver dans cette culture du corps. Déjà, la sensation qu'on a cette liberté d'entreprendre, de valoriser une ressource pour la transformer en capital, qui est le corps. Elle est directement accessible. On a l'impression qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut de son corps et de chercher une certaine forme de rentabilité. Donc le capitalisme, il est déjà là pour chercher à valoriser un capital sur un marché par l'intermédiaire d'un profit. Et ça, le corps permet de le faire à travers différents processus, le marché du travail, le marché des rencontres, aujourd'hui via les réseaux sociaux, donc c'est une façon de valoriser le profit. Ensuite, le capitalisme, je pense que un des principaux traits, puisque le profit a existé dans toute forme de société d'une certaine manière, mais c'est vraiment, encore une fois, ce travail. Le travail renvoie à l'organisation de soi, à la maîtrise, au contrôle, à cette capacité de faire mieux que les autres et de toujours en vouloir plus pour transformer le monde, mais aussi se transformer soi-même. Et c'est avec une dimension morale sous-jacente qu'on va réaliser ce processus. Et c'est dans cette perspective que le travail du corps va accompagner le capitalisme, va aujourd'hui d'ailleurs en constituer une de ces sphères d'accumulation, puisque toutes ces salles, tous ces coachs, tous ces produits nutritionnels, tous les services et produits qu'on pourrait identifier de façon beaucoup plus large autour de la culture du corps constituent une façon pour le capitalisme d'exister aujourd'hui. Et on rappelle qu'en France, le marché du sport, c'est 1,6 milliard d'euros
en 2023 quand même, donc effectivement, et un marché en plein essor, c'est-à-dire Exactement. d'année en année, ça augmente. Ça augmente parce qu'il y a des besoins très très forts et une demande de bien-être apparent ou en tout cas de valorisation du corps pour les raisons que j'ai évoquées. Et puis c'est un marché qui va large puisque par exemple là, si on élargit non pas uniquement l'univers des salles, j'ai parlé des produits nutritionnels, dans le monde on évalue cette année en 2024 le marché à plus de 220 milliards de dollars. Donc il y a une vraie attente. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Donc il y a une vraie attente des gens de prendre des produits pour s'améliorer parce que derrière encore une fois le travail, il y a l'idée de la performance. Une performance qui est précaire, qu'il faut sans cesse repousser pour être encore plus fort, etc. etc. Et du coup, pour vous, est-ce que ça explique le fait qu'il y ait un lien qui soit fait entre travail et sport par les influenceurs muscu? Parce que moi, pour préparer cet épisode, j'ai regardé un nombre incalculable de vidéos d'influenceurs muscu sur YouTube notamment et sur TikTok aussi. Et ce qui revient très souvent, c'est l'articulation entre les deux. C'est-à-dire qu'on va faire des métaphores permanentes entre le fait de se muscler et le business qu'on va monter. Enfin, il y a un lien entre les deux sans arrêt. La muscu, c'est un bon parallèle. Le business, il y a plein de croyances complètement débiles que les gens ont et ils sont attachés à leurs croyances. C'est genre le typique faut que je fasse des abdos pour perdre du gras au ventre. Ça, c'est l'équivalent du mec qui veut lancer son business et qui passe des années à réfléchir à son idée sans jamais rien faire, tu vois. Oui, tous les influenceurs le mettent vraiment en avant parce qu'il y a le côté méritocratique aussi derrière qui justifie les inégalités, qui est forcément présent. Celui qui est au sommet, celui qui gagne de l'argent grâce à son corps, c'est celui qui l'a mérité grâce à son travail. Donc, et on se fait tout seul dans sa carrière comme on se fait tout seul à la salle, quoi. Exactement. Parce que on parlait tout à l'heure du capitalisme. Le capitalisme actuel, que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités, il repose beaucoup sur cette individualisation, sur cette responsabilisation des individus qui sont renvoyés eux-mêmes et qui doivent trouver les moyens d'exister. Et le travail, et en particulier ici du corps, est un des moyens d'existence qui justifie pour beaucoup d'influenceurs des inégalités, donc une certaine forme de justice. Si celui qui a suivi le programme de tel influenceur a un super beau corps et qu'il a mérité de l'avoir, il faut le valoriser justement. J'aimerais parler de mon expérience de la salle de sport parce que je pense qu'elle est assez particulière. J'en fréquente aujourd'hui, mais j'en fréquentais déjà avant ma transition de genre. Donc en fait, je sais ce que ça a fait d'être traité comme une femme ou comme un homme dans la salle. Et j'ai remarqué que voilà, mes relations avec les hommes n'étaient pas du tout les mêmes depuis que j'étais reconnu socialement comme un homme. Et c'est assez intéressant de vivre ça de l'intérieur. Typiquement, avant ma transition, les hommes ils venaient sans arrêt me repositionner en me disant que je faisais mal tel ou tel mouvement, qu'il fallait que je fasse comme ceci ou comme cela, de manière plus ou moins bienveillante d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, depuis ma transition, plus aucun homme n'est venu me repositionner ou me parler, quoi. Pourquoi cette position de prof, entre guillemets, à la salle? Est-ce que c'est une façon de renvoyer les femmes à une forme d'incompétence sportive ou est-ce que c'est plutôt une manière d'entrer dans un rapport de séduction avec elles? Je crois qu'il y a un petit peu les deux. C'est-à-dire que dans la construction identitaire masculine hétérosexuelle, vous avez forcément le rapport aux femmes qui va se poser cette capacité à attirer le regard des femmes et donc implicitement à s'approprier les femmes, à s'approprier le corps des femmes pour avoir le sentiment d'être supérieur aux autres hommes. Parce que la vraie relation qui se joue dans ce rapport-là, elle est triadique. C'est pas directement un homme par rapport à une femme, c'est un homme, la femme et d'autres hommes qui peuvent regarder et qui se disent, voilà, tel homme a eu accès à cette femme et pas moi. Donc, le fait de recadrer un petit peu les femmes et de susciter le regard bienveillant dans la salle permet implicitement de se dire, vous voyez, c'est vers moi qu'elle se tourne et moi, elle m'accepte. Donc, quelque part, j'ai un truc de plus que vous. Par cet intermédiaire-là. Dans votre livre, il existe une compétition intramasculine où les hommes sont classés selon leur capacité à être attractifs auprès des femmes. Voilà, dans la logique hétérosexuelle, ça compte pour se montrer supérieur aux autres hommes. De façon un peu vulgaire, désolé, mais ça serait un petit peu l'idée du tableau de chasse, quoi. J'ai attiré le regard des femmes avec toujours cette croyance que tout ça peut mener à des relations sexuelles aussi. Donc, vous avez cette logique-là qui est à l'œuvre. Après, il y a aussi une forme de protection, mais qui fait aussi partie de la construction de la virilité par rapport aux femmes. Ce rappel de l'homme fort par rapport à une personne qui est perçue comme vulnérable, en tout cas beaucoup plus faible, et que l'homme dominant doit aider, protéger et valoriser, mais à partir de ses propres normes. Si on vient plus vous voir aussi, directement, c'est parce qu'il y aurait cette suspicion aussi d'homosexualité quand même. Parfois en disant, mais t'as vu comme tu lui donnes un conseil, mais touche-lui pas le bras comme ça, enfin tu fais quoi? Enfin, il y aurait vraiment, je pense, ça pourrait aller jusque-là.
Et puis d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, à mon avis, les cris sont aussi une façon de mettre aussi à distance l'homosexualité. Quelque part, c'est ok, je te touche, je sais pas, je t'ai mis une main au cul, ou mais c'est bien pour le boulot, quoi, en gros. Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi, derrière tout ça. Oui, justement, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'ambiguïté ? Parce que moi, ce qui m'interpelle quand même à la salle, c'est le sentiment de voir beaucoup d'homoérotisme, donc c'est-à-dire d'attraction sexuelle qui ne dit pas son nom, enfin qui se vit sans passage à l'acte sexuel. Et puis ça paraît logique quelque part, puisque la salle, c'est un des rares espaces où les hommes sont autorisés à regarder le corps des autres hommes, à se toucher, à s'observer sans que ça n'éveille de soupçons sur une potentielle homosexualité. Et d'ailleurs, j'ai été témoin d'une scène à la salle qui m'avait beaucoup marqué. J'ai vu 2 hommes très musclés faire semblant de se battre pour se chamailler. Enfin, ils se battaient pas vraiment. Et ils étaient allongés l'un sur l'autre sur le sol. Ils s'empoignaient mutuellement, le visage collé l'un à l'autre. Enfin, franchement, c'était vraiment difficile de pas y voir une immense tension homoérotique. Pourtant, vous vous dites effectivement dans votre livre que l'homosexualité a un statut dévalorisé dans le milieu de la musculation et même qu'elle est condamnée. Donc, comment on explique cette ambivalence ? Oui, c'est très ambivalent parce que finalement l'histoire de la musculation, elle est très proche de l'histoire des sports modernes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'histoire des sports modernes a fonctionné sur la valorisation du groupe des hommes déjà, d'un mâle dominant à l'intérieur du groupe des hommes où les femmes soit n'avaient pas leur place, soit étaient simplement spectatrices. Et pour cette raison-là, le modèle était l'homme est forcément hétérosexuel et le sport est censé le mettre en avant et le démontrer de façon indiscutable. Et forcément, les choses ont évolué. On voit bien que les pratiques attendues de la part de la société, comme les sports eux-mêmes, sont beaucoup moins binaires que cette logique-là, et que, en tout cas dans le monde de la musculation, l'homosexualité qui avait été condamnée pendant très longtemps, alors condamnée, ça ne veut pas dire forcément soumise à des règles juridiques spécifiques, mais le modèle qui avait véhiculé des personnes comme Schwarzenegger ou son mentor Joe Vedder, qui était un des grands industriels de la pratique, c'était que le corps musclé attire forcément les femmes et que tout le reste doit être rejeté. Donc les hommes homosexuels n'avaient pas officiellement leur place dans cette pratique-là. Pourtant, forcément, la logique, comme je viens de le dire, n'est pas binaire. Vous avez forcément des personnes hétérosexuelles, homosexuelles, fluides, etc. Enfin, il y a plein d'identités sexuelles dans une salle comme dans la vie quotidienne. Et ce qui fait que vous retrouvez aujourd'hui beaucoup plus de mixité autour de ça. Et on s'était aperçu, si je cite l'ouvrage d'Alan Klein, Little Big Men, qui avait réalisé une enquête sur les salles de bodybuilding en Californie dans les années 90, que, en fait, la grande majorité des pratiquants de ces salles étaient des hommes homosexuels qui avaient les mêmes codes de musculature et qui étaient incités à toujours aller plus loin dans la pratique de la musculation. Et donc, forcément, les consommateurs réels qui faisaient vivre l'industrie du bodybuilding, à la limite, c'était davantage les personnes homosexuelles que les hétérosexuels. Donc aujourd'hui, on a forcément un rapport nouveau à tout ça, parce que l'homosexualité est à la fois beaucoup plus acceptée, je dirais légitimée par l'évolution notamment des lois et des pratiques, certes, mais on voit bien qu'il y a quand même toujours certaines ambivalences qui perdurent et que du côté des hommes, on va quand même chercher à se méfier, à trop mettre en avant son identité sexuelle parfois dans les salles, peut-être justement pour certaines personnes homosexuelles, pour éviter d'être associé à l'homosexualité considérée comme étant faible d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'amis homosexuels avec qui je m'entraînais dans une ville précédente où j'habitais, et eux-mêmes me disaient, moi, oui, je suis homo, mais le muscle que je mets en avant, c'est pour montrer que je suis viril. J'ai pas envie d'être associé à des homosexuels qui seraient féminins, qui seraient considérés comme faibles. Moi, je suis un homme, c'est tout, et je le montre par l'intermédiaire de mes muscles. Oui, puis surtout que là, du coup, on parle de personnes homosexuelles, mais dans mon exemple, moi, je pensais plutôt à des hommes hétéros qui entretenaient en fait une espèce d'ambiguïté, enfin, en tout cas, qui avait un désir non dit par rapport aux autres hommes, sans que ce soit reconnu comme tel pour eux, quoi. C'est-à-dire que dans la salle, j'ai quand même l'impression, au-delà du fait de parler d'homosexualité ou pas, de voir un espace qui rend possible le fait de tester cette attraction entre les hommes, même sans se dire gay, par exemple. Exactement, non, vous avez raison. Parce que, en fait, vous avez un rapport au corps, un rapport visuel entre les hommes, et notamment esthétique, qui fait que la frontière entre l'homosocialité et l'homosexualité, et je ne parle pas de pratique sexuelle, je parle d'attirance d'une certaine manière, elle est forcément présente. Et donc, forcément, cet espace-là, il est important pour les hommes,
pour justement voir d'autres hommes se comparer et parfois être à la frontière de cet espace-là. Après, pour les personnes homosexuelles, aujourd'hui ça paraît moins le cas avec tous les réseaux, etc. Mais pendant très longtemps, effectivement, les salles étaient aussi un moyen de rencontre pour se mettre en avant, pour exposer son corps et justement, potentiellement aller plus loin. Aujourd'hui, les réseaux ont peut-être un tout petit peu éclipsé ça. Ça n'a pas totalement disparu, mais parce que forcément, on va dans les salles pour voir aussi des physiques dénudés, quelle que soit l'identité sexuelle, mais pendant longtemps, ça a été aussi un lieu de rencontre, je dirais, explicite de ce point de vue-là. Oui, et puis je pense que ça allait encore parce que je vous disais en préparant cet entretien que j'avais fait une petite expérience sociale à la salle un jour parce que cette question justement de la mise en scène de l'hétérosexualité qui vient se frotter à l'homoérotisme qui est entre les hommes, enfin ça me travaille beaucoup. À chaque fois, je regarde ça avec beaucoup de questions en fait. Et du coup, j'ai fait une petite expérience sociale un jour et j'ai ouvert Grindr, donc cette application de rencontre qui est principalement destinée à un public d'hommes gays, d'hommes qui veulent relationner avec d'autres hommes en tout cas. J'ouvre l'application et là je vois plein de profils sans photo à moins de 5 ou 6 mètres, enfin voilà, parce qu'il y a la géolocalisation sur l'application. Et du coup ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit bon, clairement c'est pas des personnes gays qui se reconnaissent comme telles, on est clairement dans une espèce de clandestinité homosexuelle mais qui se vit à la salle précisément parce qu'il y a une proximité entre les corps. Tout à fait. Et je pense que cet exemple-là qui est très bon, que vous mobilisez, nous montre qu'il faut sortir de cette binarité aussi sociale, c'est-à-dire qu'on va croire qu'il y aurait un groupe d'hétérosexuels mais vraiment pur et dur et qui vraiment serait pas du tout attiré par d'autres hommes ici dans le monde des hommes et qui n'aurait pas du tout de désir homosexuel. La réalité elle est beaucoup plus nuancée forcément et là l'exemple que vous mobilisez il est très bon. Et pourtant vous le disiez tout à l'heure mais il y a quand même beaucoup d'homophobie au sein même de la performance quoi, c'est-à-dire que vous citez dans votre livre des phrases du type on n'est pas des PD, j'ai pas des bras de tapette, on va leur montrer qu'on n'est pas des tarlouses. Donc on s'organise quand même socialement autour de l'homophobie dans la fabrication du muscle. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment comme ça que les sports modernes se sont construits et on reste malgré tout marqué par cette culture-là. L'acceptation de l'homosexualité pour un individu pose moins de problèmes qu'à une certaine époque, mais par contre, dans la culture des sports, et on le voit dans la logique amateur comme encore plus fortement dans la logique professionnelle, n'accepte pas encore l'officialisation à grande échelle ou la revendication à grande échelle d'identité homosexuelle, de mise en avant de l'homosexualité. À chaque fois qu'il y a des manifestations, on l'a vu dans le foot professionnel en Ligue 1 par exemple, il y a eu beaucoup de levées de boucliers, soit de certains joueurs où il fallait trouver des façons détournées de valoriser l'égalité pour tous par exemple, mais pas de revendication spécifique d'identité sexuelle. Donc c'est toujours la même chose dans les salles. Cette référence à la condamnation de l'homosexualité sous forme de boutade, elle existe toujours. Et puis, parfois, vous pouvez aussi avoir le retour de pratiques beaucoup plus dures dans une logique masculiniste qui va survaloriser l'hétérosexualité et le corps musclé, qui, là, pour le coup, veulent vraiment revenir en arrière et réaffirmer le fait qu'il n'y a eu qu'une seule norme. Guillaume Vallée, auriez-vous une œuvre à recommander à nos auditrices sur toutes les thématiques dont on a parlé aujourd'hui ? La fabrique du muscle ? Non, je l'ai cité tout à l'heure, mais j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris de Little Big Men. Alors certes, il est en anglais, mais d'Alan Klein, qui était une enquête réalisée dans certaines salles de Californie dans les années 90. Mais je trouvais qu'il posait des questions intéressantes, la question notamment du rapport à l'identité genrée, mais aussi du rapport à tous les produits interdits, utilisés fréquemment dans cette culture. Et puis, derrière tout ça, le rapport au corps contemporain, finalement, où on voit qu'on comprend bien que le rapport au corps, justement, il est devenu plus individualisé, plus obsessionnel. Donc, c'était vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup. Merci. C'était l'épisode 107 des Couilles sur la table. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez creuser les travaux de Guillaume Vallée, je vous redonne le titre de son livre « La fabrique du muscle », paru en 2022 aux éditions L'Échappée. Après cette écoute, à la rédac de Binge Audio, on a quelques recos pour vous. La productrice Camille Codor vous recommande le film No Pain, No Gain de Michael Bay. Joël Renez, le directeur des programmes, vous recommande d'aller voir la série Bercy Street Workout Photographies de la photographe Marine Peixoto. Il y a un compte Insta dédié à cette série-là. Et moi, je vous recommande d'aller voir la série documentaire Toute musclée, réalisée par Camille Jusa et produite par Arte. Et enfin, si vous cherchez un son entraînant pour vos séances de sport, j'ai ce qu'il vous faut. Le morceau Go Musclé, interprété par Joe Ventura et produit par Rebecca Warrior. C'est dans la BO du film Les Reines du Drame par Alexis Langlois. Il tournait en boucle dans ma tête pendant toute la fabrication de cet épisode. Moi, je suis accro.
Toutes ces références et celles citées pendant l'entretien sont à retrouver sur la page qui accompagne l'épisode sur notre site binge.audio. Faites tourner cet entretien à tous les go-muscu autour de vous et dites-nous ce que vous en avez pensé sur Instagram ou par mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les couilles sur la table, c'est un podcast qui a été créé par Victoire Tuaillon et qui est produit par Binge Audio. Talma Desta a préparé, mené et monté cet entretien. Paul Berthiaud était à la prise de son, Elisa Grenet à la réalisation et au mixage, Marie Foulon à la production, l'édition et la communication avec Lise Niederkorn. Moi, c'est Naomi Titi et je m'occupe de la supervision éditoriale du programme avec le regard de Thomas Rozek, rédacteur en chef de Binge Audio. Dans le prochain épisode, je recevrai le sociologue Marc Joly et on parlera des pervers narcissiques. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.